Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Un officier quitte ses éléments et rejoint un groupe rebelle dans l'Est. Et c'est l'histoire de ce capitaine Barachi Mapendo Fidèle qui a finalement quitté les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo au moment où il était sur le terrain pour combattre contre l'avancée du groupe rebelle du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a finalement jeté l'éponge en tant que militaire des forces armées de la République démocratique du Congo pour rejoindre le rang des groupes rebelles quand il a retrouvé certains de ses anciens chefs qui sont des généraux. Aujourd'hui, dans le M23, il déclare « Je suis militaire des FARDC, mais lorsque nous sommes allés contrer l'avancée du M23, j'ai appris qu'il y avait les généraux Baudouin et Kakoufé avec lesquels nous avions travaillé dans le RCD et même dans l'armée gouvernementale. C'est pourquoi j'ai décidé de me rallier et de devenir ici avec eux. » Voilà, donc un militaire, normalement, il était rebelle, réformé, intégré à l'armée et qui retourne à ses ambitions de rebelle après avoir rencontré ses ex-chefs. Je commence par vous, Adam Adronou. On comprend bien la spécificité de cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo avec des désertions comme de tels cas. Oui, je pense que c'est une énième sortie qui vient jeter le pavé dans la mare et justement redéfinir en tout cas la rhétorique liée à cette avancée spectaculaire du M23 qui, depuis des lustres, semble être invaincu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et redéfinir en tout cas cette rhétorique voudrait dire quoi? Voudrait dire tout simplement que ça semble donner raison à ceux qui estiment que le M23 est d'abord un groupe établi régulièrement dans des zones de la RDC, mais en majorité des forces armées ou pratiquement des citoyens de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, lorsque vous êtes analyste, nous sommes partis des faits. Et justement, depuis que Paul Kagame essaie de pouvoir rappeler la communauté internationale, mais également aux dirigeants de la RDC, que en réalité c'est un problème interne lié à ces regroupements des forces qui sont d'abord reconnus comme étant donc des Congolais, même si nous n'avons pas, en tout cas, même si ce cas est considéré comme un épiphénomène pour, en tout cas, expliquer cet état de choses. Je pense que c'est un élément à ne pas ignorer dans l'analyse de ce qui fait que le M23 semble être ne pas être en tout cas vaincu dans l'Est de la République. Voilà. Et justement, également, lorsque nous le disons, il faudrait également donner raison à Félix Tshisekedi qui expliquait lors de sa rencontre avec les diplomates pour les vœux de fin d'année, et même si le verrou de la peine de mort était sauté en RDC, qu'il expliquait par le fait, c'est pour dissuader en réalité tous ceux qui tenteraient de pouvoir donc quitter les forces régulières pour raison dans des groupes armés. Puisque de toutes les façons, la communication sur cet aspect-là n'était pas en tout cas ça, mais on savait véritablement que, puisque vous l'avez dit en préambule, qu'il y avait des gens qui sont recyclés, qui sont donc versés dans l'armée régulière et qui de temps en temps rejoignent ces groupes rebelles là, dans lesquels ils avaient combattu par le passé. Et je pense que lorsque vous prenez ce capitaine là qui était donc un commandant local, en dit long sur cet aspect là. Lui, et en tout cas, il a dit publiquement ce que la plupart des gens ou la plupart des forces armées disaient en coulisses. On voit un petit matin, il y a des désertions par-ci par-là, on ne sait pas où, mais justement qui vont renforcer l'effectif donc de ces groupes ennemis de la RDC. Ça voudrait dire quelque part que lorsqu'ils vont les renforcer, c'est justement saboter des plans d'attaque ou saboter les stratégies mises en place par les forces armées de la RDC pour combattre donc le M23. Et justement, ça remet en zéro le contexte de stratégie de combat des forces régulières. Donc je pense que ce sont des éléments qui font qu'aujourd'hui, quel que soit le dispositif mis en place, parce que quelque part, je le dis toujours, gagner une guerre n'est pas fonction fondamentalement seulement de l'armement dont vous disposez, mais ça dépend également de la stratégie de communication liée donc au dispositif mis en place. Et si cette stratégie-là donc venait à prendre un coup,
justement, ça affecte l'avancée et ça affecte la stratégie de combat des forces armées régulières. Donc c'est ce qui explique de mon point de vue, si tel est qu'on ne trouve pas de solution à cette stratégie, les jours à venir seront toujours moroses pour l'armée régulière de la RDC. La solution, donc moi je pense que la solution c'est d'éliminer tous ces anciens rebelles qui ont intégré l'armée. Non, on ne va pas les éliminer. Je pense qu'au fil des jours, on constate que de mon point de vue, si nous prenons seulement cet élément, même si je le disais tantôt, c'est un épiphénomène, il faudrait redéfinir en tout cas la carte de combat et la carte de ceux qui doivent être à la première ligne de front. Parce qu'il faudrait véritablement qu'on ait des gens, des armées assez patriotes. Il faudrait être patriote. Parce que lorsqu'on prend un commandant qui dirigeait en réalité tout un bataillon de combat qui venait donc à faire défection, peut-être on se dit, est-ce qu'il n'emporterait pas avec lui certains de force? Parce que quelque part, lorsqu'il fait face à un groupe, tout à fait. Donc ça voudrait dire quelque part que c'est une stratégie qui va au-delà. On nous parle de lui, mais on ne sait pas en arrière-plan quels sont les effectifs avec lesquels il est parti de force. Parce que quelque part, il vous l'impose parce que c'est lui votre commandant. Il vous dit de faire si vous êtes obligé donc d'exécuter. À partir du moment où il fait défection, je pense que vous avec. Donc quelque part ça va au-delà. Donc vous voyez un peu la nuance que comporte donc cette force qu'exprime depuis des lustres le M23 et qui d'avoir encore des jours glorieux devant eux, si tel que on ne redéfinit pas la stratégie de combat en trouvant véritablement des gens assez patriotes pour combattre l'ennemi en face, on serait véritablement en face des gains et qui constituerait donc par affecter dangereusement les dispositifs mis en place. Et un tel changement de position a eu pour conséquence la reprise de la ville de Lubumbashi dans le sud Kivu. Le colonel direct. Oui, justement, puisque c'est lui qui commandait les unités dans cette partie. Il a changé de camp. Et donc, justement, la stratégie est tombée. Voilà. Donc, lorsqu'on nous dit même qu'ils ont eu des avancées, c'est justement parce que eux, qui devaient être le premier front combatif, donc ce front-là est éliminé justement. Donc, les rebelles du M23 viennent occuper dans cette position-là. Donc, c'est une reprise normale des choses parce que les combattants qui devaient donc faire front ont déjà rallié le groupe. Donc, vous venez vous occuper leur position. Alors, simplement. Kokuvi Abaili Abassa, après le nord Kivu, c'est le sud Kivu avec la ville de Lubumbashi qui tombe ce samedi aux mains des rebelles. La cause, celui qui commandait les unités sur le terrain, le capitaine Barati Mapendo Fidel, qui était un ex-combattant du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, a déclaré avoir retrouvé sur le terrain, avoir appris plutôt que sur le terrain, aux côtés des M23, il y avait des généraux avec lesquels il avait combattu aux côtés de RCD à l'époque de la deuxième guerre du Congo. Et donc il a décidé carrément d'abandonner ses unités de forces armées de la République démocratique du Congo et de retourner dans la rébellion. Conséquence, le Lubumbashi tombe ce samedi aux mains des rebelles du M23. Le capitaine Barati fidèle n'est pas fidèle à l'armée congolaise, mais plutôt fidèle à son instinct de rebelle, puisqu'il faisait partie des rebelles, comme on appelle, regroupés dans RCD. Oui, le rassemblement congolais pour la démocratie, qui a été créé suite à un soulèvement contre Kabila Père. Oui. Donc, ce groupe rebelle qui a fait plus de 1 million de morts entre 1998 et 2006 s'est rallié à un parti politique plus tard. Mais les militaires qui faisaient partie de ce groupe ont rejoint plutôt l'armée, comme on appelle. Il y a une grande partie qui a rejoint l'armée, mais il y a un groupe qui a rejoint le M23, comme on appelle majoritairement des Tutsis. Donc, ce groupe, comme on appelle, rebelle, dans cette zone, qu'est-ce qui prouve que c'est aujourd'hui que, comme on appelle, le capitaine Bahamati Fidel a quitté l'armée? Il était dans l'armée, mais il donnait les informations peut-être. Qu'est-ce qui prouve le nombre? C'est-à-dire que, est-ce aujourd'hui, le nombre de militaires qui sont membres de l'armée régulière du Congo
qui travaillent avec le M23. Est-ce que nous le savons? Ces rebelles qui avaient quitté entre-temps, comme on appelle la rébellion pour rejoindre l'armée, plusieurs d'entre eux continuent toujours de travailler en intelligence avec le M23. Et les populations dénoncent ces histoires depuis belle lurette. Aujourd'hui, c'est lui qui a fait ça ouvertement, c'est lui qui a fait des déclarations d'une façon ouverte, qui, comme on appelle, donner un peu plus d'alarme par rapport à cette... Puisque lui, il a fait ça publiquement. Il était parti avec son équipe pour combattre le M23. Arrivé là-bas, il revient en ville, au niveau de Sud Kivu, pour tenir un meeting populaire, pour annoncer à la population que non, il a retrouvé ses anciens généraux, donc il ne peut pas les combattre. Vous travaillez pour défendre la nation ou bien vous fiez à votre amitié, comme on appelle, aux rebelles. Donc, je pense que c'est une situation que, comme on appelle, qui vient mettre la lumière sur, comme on appelle, ce qui se cachait, ce qui se tramait dans le... Plusieurs personnes de l'armée travaillent toujours de mèche avec les rebelles. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à arrêter cette histoire des rébellions de M23. C'est vrai, le M23 est soutenu par le Rwanda. C'est bien évident aujourd'hui, puisque les efforts de guerre, c'est par là, et c'est, comme on appelle, c'est eux qui exploitent la plupart des zones les plus riches en minerais au niveau du Congo. Et ces minerais ne sont pas vendus directement par, comme on appelle, par ces rebelles sur sur le territoire congolais, mais plutôt à travers le Rwanda. Donc, vous savez, là où ils sont en train d'aller actuellement, ils sont à 15 km d'un aéroport. Donc, leur objectif, c'est d'atteindre l'aéroport, sécuriser l'aéroport pour pouvoir faire leurs affaires. C'est tout. Et le Sud Kivu regorge aussi de minerais, comme le Nord Kivu. Donc l'intérêt du M23 aujourd'hui, c'est de conquérir les territoires, comme on appelle... Dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'est comme on appelle, de l'est du Congo, pour essayer d'exploiter leurs minerais. C'est tout. C'est ce qu'ils sont en train de poursuivre comme objectif. Et ce militaire, comme on appelle, ce capitaine, vient dresser un tapis rouge à ces rebelles pour entrer dans la ville, comme on appelle... Le Lubumbashi, sans résistance. Donc, il a fait fléchir ces éléments, puisque c'est lui le capitaine, bien sûr. Et si le capitaine décide de vous livrer, je ne sais pas si vous pouvez tenir. Et au même moment, il faut voir les armes qui sont à sa disposition, qu'il va mettre désormais à la disposition de M23. Donc, c'est M23 qui prend encore plus de puissance dans cette zone pour faire plus du mal aux Congolais. Vraiment, c'est dommage. Je pense que c'est pour ces raisons que la peine capitale a été rétablie au Congo. Et si les Congolais pouvaient, comme l'armée régulière, pouvait trouver un moyen quand même de capturer ce monsieur et qu'il soit jugé conformément aux tests en vigueur. Et si, comme on appelle, la loi le reconnaît comme tel et qu'il soit exécuté, c'est tout. Vous êtes d'accord que vous comprenez peut-être cette remise au goût du jour de la peine de mort et ces exécutions en République démocratique du Congo? Exactement, c'est justifié. C'est justifié. En République démocratique du Congo, vous allez arrêter tous ces éléments pour les mettre en prison après. Ils trouvent toujours les moyens de ressortir pour rejoindre les rebelles. Vous allez faire quoi? Toujours les emprisonner comme ça et les relâcher après? D'abord, la condition incarcérale, comme on appelle, c'est déjà, comme on appelle, les prisons sont déjà trop pleines. Vous allez capturer des rebelles pour venir mélanger avec des gens qui volent des poules ou des téléphones. C'est que vous créez des rebelles, comme on appelle, au niveau de la prison. Donc, oui, mais surtout le président le disait, que c'est vrai que ils ont rétabli la peine capitale, mais jusqu'alors, personne n'a été exécuté. Il expliquait par le fait que c'était une mesure dissuasive pour permettre à tous qui tenteraient de rejoindre donc les groupes rebelles de ne pas le faire. Mais je pense que avec en tout cas la fréquence de ces adhésions-là, il faudrait quand même qu'on puisse donc en arriver là pour faire en sorte que un ancien comment on appelle, un ancien discours. Sinon avec le non, c'est récent. Avec le phénomène Koulona, il y a déjà eu
eu des exécutions. Non, il a dit avec, c'est juste, c'est dans la semaine dernière. Alors, on va revenir sur la question, toutes mes excuses, c'est Lumbishi, pas Lumumbashi. C'est la localité de Lumbishi qui tombe effectivement aux mains des rebelles du M23 ce samedi. Et cette localité du sud Kivu vient suivre la plupart de celles du nord Kivu où les rebelles du M23 ont pris donc leur quartier. Pour que Lumbishi tombe, il a fallu que le capitaine des opérations, le capitaine Barati Fidel Mapendo, et qu'il décide justement de se rallier au groupe rebelle. Lui qui était un ex-rebelle, qui a été converti à l'armée régulière, il décide carrément de retourner à ses anciens amours, disons comme ça, El Sadat. Oui, vous savez, pour ma part, franchement, j'aurais aimé que la raison soit un défaut d'équipement, défaut logistique. Aujourd'hui, quand même, réaliser qu'un capitaine, pour des raisons aussi fantaisistes, désiste. Franchement, ça me laisse, moi, personnellement, un goût amer. Pour moi, je me pose aujourd'hui la question de savoir, qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce que l'intégrité? Qu'est-ce que le patriotisme finalement? Et quand je pense que le Rwandais est critiqué pas mal de fois par rapport au fait que il y a donc un soutien stratégique qui est apporté donc à ces rebelles-là, et qu'on réalise que la majorité donc des exportations en termes de minerais n'existeraient d'ailleurs même pas sur le territoire, tout cela porte à désirer que peut-être derrière ce qui motiverait donc cette défection est plutôt donc d'ordre pécuniaire. Et là, c'est vraiment un élément fondamental qui me peine, moi, principalement. À quel moment... D'autres pécuniaires que les soldats ou les militaires congolais n'ont pas assez de moyens financiers, ou plutôt qu'ils soient motivés par peut-être les gains que se font les rebelles qui prennent d'assaut les zones d'exploitation minière. Oui, moi je parle du fait qu'à partir du moment où on parle d'un ancien rebelle, il connaît donc naturellement leurs pratiques et les intérêts qu'ils ont derrière à défendre, bien évidemment. Et aujourd'hui, prétendre que voilà, j'ai retrouvé dans mes anciens camarades, eh bien, il a eu la nostalgie et puis repart donc à ses basses besognes. C'est là où je vais en venir. Et vous comprenez que quand on part du principe, bien évidemment, que derrière, l'avancée même des rebelles, c'est toujours vers des zones où il y a donc une sorte de richesse de zones minières. Posons la question. Pourquoi donc l'avancée également vers que des zones minières? Forcément, c'est pour des... On connaît bien leur stratégie justement à sécuriser ces zones, faire des exploitations, vendre pour s'enrichir. On connaît bien la stratégie de ces rebelles. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question à savoir, et d'ailleurs même, c'est le moment même de se poser des questions sur ce qui concerne l'intégration des rebelles après une rébellion. Et ça, franchement, ça pose maintenant réflexion, parce que quelque part, à chaque fois qu'on aura donc cette obligation de pouvoir intégrer des rebelles, comprenant que on est quand même, on laisse quand même une porte de faiblesse. Ce qui est regrettable. Il y en a qui pensent qu'il faut les intégrer quand ils font peut-être amende honorable, il faut les intégrer à l'armée pour qu'ils ne soient plus tentés à d'autres fins et qu'ils puissent aussi contribuer à la lutte contre peut-être les groupes rebelles. Mais là, vous doutez ou bien vous remettez en cause cette possibilité qu'ils contribuent plutôt à l'avancée des forces régulières? Oui, aujourd'hui, bien évidemment, avec ce qui se passe, il faut vraiment qu'on remette tout en cause, parce qu'après tout, c'est l'intérêt d'une nation qui est en jeu. Du coup, aujourd'hui, pour moi, fondamentalement, c'est à remettre en cause. Il faut réinventer la vie. Qui a volé, volera. Bien évidemment. Qui a été rebelle redeviendra rebelle. Ça sent bien sûr ça. Non, mais moi je pense qu'il faudrait véritablement nuancer cette question pour la plus simple raison que lorsque vous prenez la plupart de ces crises-là qui sont liées, parce qu'ils ne sont pas les mêmes, nous parlons de la RDC, mais nous prenons ailleurs, lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire qui a connu pratiquement un cas similaire, et justement ça a été bien cadré. C'est une question liée aux Ivoiriens sur eux-mêmes. Donc c'est la RDC, ces groupuscules-là. Ce sont d'abord des citoyens de la RDC qui sont composés. Donc la formule voudrait bien que pour avoir une identité assez homogène, qu'on puisse arriver donc à une formule qui puisse permettre à ceux-là de ne plus rester dans leur état, en tout cas dans leur état d'antan, de rebelles. Mais justement, il faudrait quand même qu'on puisse multiplier les formules. Étudier la psychologie des gens, voir en réalité le degré de patriotisme des gens. On ne peut pas dire que voilà, ce sont des rebelles, donc on doit donc tous emballer tout le monde. Voudrait dire quand même qu'on risque de faire de la salade russe. Et faire de la salade russe, c'est d'avoir des éléments qui sont bons, qui sont plus patriotiques, mais c'est d'avoir également des éléments qui n'ont pas
du tout rompu avec le banditisme d'antan. Et donc l'armée, il faudrait quand même que vous soyez à un niveau d'intégrité élevé pour véritablement prendre en charge la sécurité des gens en face de vous. Donc je pense qu'il faudrait multiplier les formules que de pouvoir carrément rompre, dire que voilà, vous, ces hommes-là ont pris des armes sur des positions données. Il faut le faire au cas par cas. Ça doit être le cas par cas. Au cas par cas. Ça ne rend pas la tâche très compliquée. Non, ça va être compliqué, mais ça permet d'avoir des bons éléments qu'on puisse donc intégrer dans l'armée. Que de pouvoir dire qu'on prend tout le monde pour éviter donc la crise. Or, en réalité, vous déplacez juste le problème qui risque de vous rattraper plus loin. Donc, c'est à cela que je dis que le cas par cas, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup de moyens, mais justement, c'est plus bon pour avoir des bons éléments et éviter que nous puissions donc... Autrement dit, je pense dans ce cas que c'est des personnes à mettre sous surveillance, tout simplement. Oui, c'est déjà... Oui, c'est une bonne formule également. Parce qu'il faudrait mieux les mettre sous surveillance de pouvoir donc les ramener. Voyez-vous, on prend un commandant qui était donc de la rébellion, qui n'a pas rompu avec ses anciens amours, et justement lorsqu'il voit en face, parce qu'il y avait quand même en tout cas des éléments juteux de l'autre côté qui n'a pas oublié. Donc il se dit, bon, autant les rallier pour qu'on puisse faire l'affaire que de pouvoir rester ici, bon, avec ce que cela comporte comme des éléments qui ne puisse pas permettre, vous savez, l'enrichissement aussi, la corruption est passée par là. Merci beaucoup. Vous savez, docteur, pour cette question des rebelles qu'on ramène dans l'armée, ça crée de divisions même au sein de l'armée, premièrement. Parce que ce sont des gens d'abord qui n'ont pas suivi une formation régulière, qui arrivent à l'armée, qui sont placés à des niveaux plus élevés. Le cas se pose actuellement, même en Côte d'Ivoire, vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est l'armée, comment on appelle, ivoirienne, sur, comment on appelle, une braise. Mais quand les gens n'ont pas de formation régulière, mais qui arrivent à maintenir et à tenir tête à ceux qui ont eu des formations régulières. Ils ont une base arrière, le Rwanda, qui permet d'aller et revenir. Pour le cas de la Côte d'Ivoire dans le temps, il y avait une base arrière qui était le Burkina, ils allaient, ils revenaient. Donc ils avaient, comment on appelle, des stratégies et ils étaient accompagnés par des gens de l'extérieur. Mais vous savez, ces personnes qui intègrent l'armée, pour la plupart, n'ont pas rompu avec leurs vieux amours. Ils sont là en tant que des agents de renseignement. Par exemple, pour le cas du M23, comment on appelle, ceux qui ont quitté ces groupes de, comment on appelle, de rebelles dans le temps, qui sont rentrés dans l'armée, pour la plupart, ils sont des agents de renseignement pour le M23. Ouais. Voilà que celui-ci, lui, il a même, comment on appelle, déballé, comment on appelle, le tapis rouge même pour le M23 pour prendre le Sud Kivu. C'est une question difficile. Quelqu'un qui gagnait largement, par exemple, comme 500 000, comment on appelle, dans les rebelles par semaine avec les rebelles, quand il revient dans l'armée, vous le payez peut-être à 100 000 parce que vous le mettez au même niveau des autres. Vous pensez qu'il va rester longtemps avec vous? Il va grande interrogation. Merci beaucoup. À vous. Nous sommes arrivés à la fin du temps imparti pour ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.